C'était il y a 2 ans, je crois. Et il y a 3 ans, pendant le Covid. OK. Je suis allé au Cameroun. En fait, il y a eu une grosse affaire au Cameroun, même pas au Cameroun, pas plus qu'au Cameroun, une multinationale arnaque qui s'appelait, je sais pas, l'IEP Limal. Oui. Cette structure-là avait créé une pyramide de Ponzi dans laquelle elle demandait aux gens de leur confier de l'argent. Ils allaient faire du trading et ils allaient donner des rentabilités folles aux gens qui faisaient de l'investissement chez eux. On a beaucoup de cas comme ça. Juste qu'eux, ils surfaient sur une nouvelle tendance, les crypto-monnaies. Et ils disaient aux gens que tu me donnes de l'argent, je vais le faire pour toi. J'ai entendu parler de ce truc-là pour la première fois pendant le Covid, parce que le premier confinement, on était à Paris. Le deuxième, avec toute la famille, on allait en Afrique. D'accord. On ne voulait pas rester confinés. Donc, on l'a passé au Cameroun. J'étais tous les jours au champ. Je faisais des vidéos pour montrer ce que je faisais. Et pendant cette période-là, beaucoup de gens sont venus vers moi pour me dire, mais est-ce que tu as entendu parler de l'IEP Limal, cette structure-là qui demande aux gens d'investir dedans? J'ai dit, comment ça marche? Dès qu'ils m'ont expliqué en quelques secondes, tu as démonté le système. j'ai compris que c'est une arnaque, que ça ne tient pas debout. Et donc, j'ai commencé à... je me suis rendu compte que beaucoup de gens commencent à me contacter pour me demander, parce que comme je fais du business, dans l'esprit des gens, ben, Philippe, comme il fait du business, avant de m'engager dans quelque chose, je vais quand même lui demander son avis. Et j'ai commencé à dire aux gens non. Et donc, j'ai décidé donc de faire une série de vidéos pour expliquer aux gens que cette structure-là, en fait, elle n'est pas bonne. Et tu vois, et là, pour le coup, tu te positionnes vraiment dans la société. Oui. Et je rappelle que cette structure-là, et à ce moment-là, je ne le sais pas, mais c'est une structure dans laquelle des colonels, des généraux, des gens haut placés ont mis beaucoup d'argent. Et ça, je ne le sais pas à ce moment-là. Et donc, je fais naïvement ma vidéo pour dire que c'est du fake. Et je ne sais pas non plus à quel point cette boîte-là brasse de l'argent. Aujourd'hui, Olivier, je pense que cette arnaque-là est probablement la plus... C'est le Madoff africain. Je pense que quand on fait des estimations, on a dépassé le milliard de dollars en francs CFA. Parce qu'en fait, il est parvenu à créer un système pyramidal dans lequel il a pompé beaucoup de sous dans la diaspora. Il y a des gens qui ont vendu leur maison, qui ont pris l'argent de la vente de la maison et qui ont mis dedans. Donc, au début, quand j'en parle, je ne suis pas au compte de tout ça. Je ne sais pas dans quoi je mets les pieds. J'en parle juste comme sauf qu'au fur et à mesure on est venu me demander. Le dossier avance, tu commences à creuser. Parce que quand j'en parle, et j'ai fait même une émission en direct, des gens qui ont investi là-dedans viennent dans le live et d'autres personnes comme moi viennent pour dire que c'est pas bon. Des économistes viennent pour dire que c'est pas bon. Mais les gens qui ont mis de l'argent dedans viennent pour dire vous racontez n'importe quoi. Parce qu'eux, ils y croient. Ça marche. La preuve, ils nous remboursent. Tu sais qu'un système de Ponzi, le problème, c'est pas qu'on te rembourse. Le problème, c'est quand les gens commencent à demander qu'on leur remette leur argent. Et donc, ils disent non, ça marche, et ainsi de suite. Et j'ai fait 1 ou 2 émissions. Après, je passe à autre chose parce que je me dis, bon, le but de ma chaîne, c'est pas non plus d'être là matin, midi, soir, de faire un focus sur le truc. J'ai déjà alerté, j'ai déjà dit que c'était pas bon, je m'en vais. 1 an plus tard, les gens reviennent maintenant en masse pour me dire, en fait, tu avais raison. Ça fait 6 mois qu'on n'est pas remboursé, ça fait ceci, ça fait cela. Et je vais donc commencer à faire une série de vidéos qui va peut-être durer 1 mois. Tous les soirs. Tous les soirs. On va faire un live pendant lequel on va inviter des gens à venir témoigner. Et on va entendre des histoires rocambolesques. J'ai mis toutes mes économies. Ma mère et moi avons tout mis. On leur a donné 10 000 euros, 15 000 euros. Et là, les langues se délient. Les gens viennent parler en direct. Et la chaîne prend une autre tournure. On fait des lives à 20 000 personnes. Moi, ma fréquence d'habitude, c'est 1 000, 2 000. Waouh. Là, j'ai fait des lives à 20 000 personnes en direct. Et il est 1h du matin. À 1h du matin, tu as 20 000 personnes en semaine. En semaine. Les gens qui vont... Et tu comprends que... Là, il y a quelque chose. Il y a un gros truc derrière. Et là, je commence à me renseigner et je me rends donc compte que des gens au Canada. Et on me dit, Philippe, il n'y a pas une famille camerounaise au Canada qui n'a pas mis de l'argent là-dedans. Et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas qu'au Canada. C'est au Bénin. C'est au Burkina. C'est en Côte d'Ivoire. Oh là là. Ils ont des succursales partout. Et le truc brasse de l'argent. Et derrière, quand tu en parles, on te dit, mais non, il a... Et comme moi, je faisais de l'agriculture, on dit, mais non, c'est parce que tu fais de l'agriculture comme lui que tu veux le couler. Tu es son concurrent. Des raisonnements à la con comme ça. Et là, je me dis, cette fois-ci, je ne vais plus vous écouter. Parce que c'est ce genre de discours qui ont fait que la première fois, je laisse tomber. Cette fois-ci, on va en parler jusqu'au bout. Et quand je commence à en parler, donc, ça crée réellement un vent de panique. Et les gens commencent à dire, en fait, vous ne nous payez pas depuis des mois en nous faisant des promesses. Maintenant, on ne veut plus être payé, on veut être remboursé. Et donc là, tu as une vague de personnes qui demandent le remboursement et ils se rendent compte que l'entreprise n'a plus d'argent.
Et les procès commencent à se suivre. Le monsieur, il est interpellé par les autorités camerounaises. On lui retire son passeport. Je ne sais pas comment le lendemain, il parvient à sortir du pays pour aller, je crois que c'est en République centrafricaine. Et il a ces gars, ces gourous qui disent, vous voyez, on lui a repris son passeport, mais finalement, on lui a remis parce que les autorités ont compris qu'il ne faisait pas d'arnaque. Jusque-là, je ne sais pas à quel point le truc est nébuleux derrière. Donc, enfin, je ne sais pas à qui je m'attaque, littéralement. Et je pense que c'est tout là, parce qu'au final, on va finir pour faire simple. On va démanteler complètement le truc. Ouais. Les gens ne vont pas être remboursés. On va avoir des prévisions de chiffres, des gens qui étaient en interne, qui nous expliquent, parce qu'avec l'argent des gens, il a créé une compagnie de jet privé, il a créé plein d'investissements au Ghana où il a acheté de l'immobilier, ainsi de suite. Et au final, tout ça sur du vent, du Ponzi. Et le fait de se rendre compte que, grâce finalement à investir au pays, on va parvenir. Parce que quand je commence à en parler pour la deuxième fois, il y a des gens qui étaient en train de vouloir mettre de l'argent dedans. J'ai même une très bonne amie à moi, à l'époque, qui me contacte. Elle me dit, Philippe, j'ai besoin de 25 000 euros. Je sais que tu n'es pas d'accord. C'est pour mettre ça là-dedans. Mais je te demande de me prêter. Je lui dis, on a une relation qui fait que, non, je ne peux pas te refuser. Ah, tu lui prêtes quand même, malgré que tu sais que... Parce que je sais que, par contre, elle, je connais sa situation financière. Je sais qu'elle travaille en Suisse. Oui, non, tu sais qu'elle peut te rendre... Je sais qu'elle peut me rembourser. Oui. Mais je lui dis quand même que... Et je ne veux pas dans le cas de figure dans lequel je t'ai dit non. Et ça crée un problème. Entre vous. OK. Donc, je vais te prêter. Mais tu sais que je sais que c'est une arnaque. Je vais lui prêter les 25 000. Elle va les mettre là-dedans. Elle ne va pas avoir un centime. Oh là là. Elle ne va pas avoir un centime en retour. Et donc, quand moi je vais en parler, je vais parler comme quelqu'un qui vit ça de près. Parce que du coup, comme je connais des gens qui sont vraiment faits à voir, ils vont me remonter les contrats. Je veux dire, on va faire des vidéos où j'invite des juristes, on démonte le contrat. J'invite des informaticiens, on démonte leur système. J'invite des financiers. Si c'est moi qui parle, on va dire que oui, mais toi, tu n'es pas techniquement... Donc, j'invite des sachants. Une vraie enquête. Une vraie enquête qui viennent, et tout ça grâce à YouTube et Facebook, parce que du coup, on fait les lives sur les deux. On en parle, et les gens sont connectés, et les gens... et ça, je crois que ça fait partie des épisodes qui vont extrêmement me crédibiliser auprès des gens. Parce que du coup, ils vont se dire, ce gars-là, il me raconte pas du il est honnête. Ouais. Et non seulement il est honnête, mais il est courageux. Parce que dans notre environnement, qui vient parler de ce genre de choses? Il est courageux pour en parler, ainsi de suite. Parce que malheureusement, je ne sais pas si au Cameroun c'est pareil, mais au Sénégal, tu vois, quand il y a des problèmes, on est plus dans... On dit le masla ici et tout, de cacher ou de... Tu vois, on n'en parle pas sur la place publique comme ça. Tu vois, alors qu'au contraire, je trouve que c'est des choses, on devrait... Clairement. Et donc, du coup, je crois que ça va être un gros épisode sur la chaîne. Parce qu'à partir de cet épisode-là, à chaque fois qu'il y a eu des pyramides de Ponzi, les gens t'ont remonté. On nous a remonté, on a enquêté, on en a parlé. Du coup, que ce soit... Maintenant qu'on est basé en Côte d'Ivoire, pareil, on a eu le même problème avec des sociétés de VTC qui collectaient l'argent des gens, parce que le VTC commence à arriver au Sénégal. Et ça va arriver ici. Quand Yango est arrivé en Côte d'Ivoire, il y a des sociétés de VTC qui se sont créées, qui ont commencé à dire aux Ivoiriens, donnez-nous de l'argent, on va acheter des voitures pour vous, et on va vous promettre des rentabilités folles avec ces taxis-là. Moi, j'étais du passage à Abidjan, comme je dis, je voyage beaucoup, comme là maintenant à Dakar, et je vois des affiches dans la ville. Pour moi, tout de suite, tu vois que c'est du faux. Et je me dis, mais c'est affiché quand même. Ouais. J'espère que... Après, au début, je me dis, bon, personne ne suit ça. Non, mais c'est à partir du moment où c'est affiché, c'est public comme ça, c'est qu'ils ont des rentabilités. Énorme. Là, et du coup, pareil, je laisse, je m'en vais. Et jusqu'entre-temps, je reviens, je m'installe en Côte d'Ivoire. Et je vois toujours les panneaux. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ces gars, ils doivent brasser de l'argent de manière incroyable. Et je commence à en parler donc sur la chaîne, à faire des alertes. En disant, en fait, excusez-moi, mais je suis sur Abidjan, maintenant, je ne peux pas voir ça et me taire. Ces gars-là, ils passent à la télé. On les crédite comme étant de grands entrepreneurs, mais à défaut même d'être au moins des pyramides de Ponzi, ils font de l'appel public à l'épargne et ils n'ont pas le droit. Parce que dans le monde financier... C'est régulé. C'est régulé. Il n'y a qu'une banque, une assurance ou un de leurs mandataires qui a le droit de dire aux gens, voilà un produit financier, vous pouvez miser de l'argent dessus, vous allez avoir une rentabilité. Mais des sociétés qui ne sont pas régulées, qui font des appels publics à l'épargne, au vu et au su.
de tout le monde, c'est pas possible. Là encore, quand je parle, dans mon esprit, c'est juste une société qui est en train de le faire. Je ne réalise pas que... L'ampleur derrière. Qui est derrière, parce que c'est derrière qu'ils sont soutenus. Et je commence à en parler. Et quand je commence à en parler, comme d'habitude, tu allumes la mèche et les gens commencent à remonter. En fait, ils ne nous remboursent plus, ils ne nous suivent plus. Et donc, je prends l'initiative à ce moment-là de demander aux directeurs généraux de ces entreprises une interview qu'ils acceptent. Même ils sont fous. Donc, je vais donc, et on fait une vraie interview dans laquelle je leur pose des questions, parfois de manière un peu naïve, et dans laquelle, de par leur réponse, les gens comprennent que c'est n'importe quoi, que ça ne tient pas. C'est dommage, j'ai plus le nom de la dame. Mais tu vois la dame sur France 2 qui fait les enquêtes là. Élise Lucet. Élise Lucet, t'es un peu la Élise Lucet, tu vois, c'est ça. Élise Lucet. Waouh. Je crois que c'est complément d'enquête. Oui, complément d'enquête, exactement. Et pareil, donc oui, je pose des questions et là, ça devient évident que, en fait, l'autre, ça ne tient pas. Ça va péter. Et là, les gens commencent à demander à ce qu'ils soient remboursés. Quelques jours après, comme par hasard, le gouvernement ivoirien décide de se mêler du sujet et de suspendre les activités de ces entreprises. Un peu comme au Cameroun, là où finalement on a suspendu les activités de notre boîte. Et là, je commence à me dire, mais Philippe, attends, tu fais des vidéos sur YouTube depuis ton canapé. Et c'est ça que la question que j'allais te poser. Comment tu le ressens, toi, quand tu vois que des gouvernements changent des choses parce qu'ils tes vidéos? Là, ça commence, ça conforte le fait que un média comme celui-là, c'est vraiment un atout d'influence incroyable. Le Ov Show.